De nombreux dignitaires nazis ont choisi de se suicider face à la chute imminente du Troisième Reich. On connaît les célèbres cas de Joseph Goebbels, ministre de la propagande, Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, ou Heinrich Himmler, chef des SS, qui se sont suicidés avant ou peu après avoir été capturés par les forces alliées, tout comme Adolf Hitler lui-même. L'objectif était d'éviter les jugements et les condamnations potentielles qui, très probablement, les auraient aussi condamnés à mort. Cependant, un autre groupe important de généraux allemands, reconnus pour leur rôle essentiel dans la consolidation du nazisme et leur participation à la Seconde Guerre mondiale, ont continué leur vie et ont affronté les juges de Nuremberg. Karl Dönitz, Erich von Manstein, Wilhelm Keitel et Albert Speer sont quelques exemples de ces hommes qui ont choisi de se défendre et d'essayer de modifier le cours de leur avenir. Mais que leur est-il finalement arrivé? Ont-ils été jugés? Sont-ils restés en prison? Ont-ils été condamnés à mort ou ont-ils retrouvé leur liberté? Ont-ils montré des remords pour leurs crimes ou sont-ils restés fidèles aux idées du Troisième Reich? Bien que cela puisse sembler incroyable, il existe des cas de généraux qui ont vécu plusieurs décennies après la guerre. Cependant, chaque situation a son histoire particulière et nous vous la raconterons dans la vidéo d'aujourd'hui. Karl Dönitz, l'héritier. Cet homme a joué un rôle central dans les performances de la marine allemande, appelée Kriegsmarine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a commandé la flotte de sous-marins, notamment de 1939 à 1943, quand il a dominé la zone de l'Atlantique. Son point le plus élevé dans la hiérarchie du Troisième Reich, il l'a obtenu cette année-là, lorsqu'il a été nommé Grand Amiral de la marine de guerre allemande, en plus de devenir commandant suprême de la flotte allemande. Au-delà de sa performance en tant que marin, Dönitz est entré dans l'histoire après la mort d'Adolf Hitler, en occupant le poste de successeur du Troisième Reich. En effet, cet homme a pris la tête de la brève période de résistance offerte par les militaires nazis après la chute du Führer. En mai 1945, une semaine après le suicide, les généraux soviétiques se sont réunis à Berlin pour constater que tous les dignitaires nazis n'étaient pas tombés pendant le bombardement. Ils ont donc commencé un travail de renseignement pour trouver d'éventuelles cachettes et voies de fuite. Ils n'ont pas tardé à trouver un foyer de résistance établi sur le front oriental. Il s'agissait d'un groupe de nouveaux dirigeants ou successeurs du gouvernement allemand, principalement situé dans la petite ville de Flensburg, au nord du pays, près de la frontière avec le Danemark. Une zone de prédominance naturelle, avec une plus grande capacité de se cacher et, de cette manière, de réarmer les rangs. Cette enclave de l'État de Schleswig-Holstein est devenue la fugace nouvelle capitale du Troisième Reich, mais la tentative de réarmement a été de courte durée. Comme première mesure, les forces russes ont constitué une délégation dirigée par le chef de la section de renseignement des forces d'occupation soviétiques en Allemagne, le général Nikolaï Troussov, qui s'est rendu à Flensburg pour connaître l'état des lieux. Le soviétique a trouvé une ville occupée par les soldats survivants de l'armée allemande, qui avaient envahi les rues avec des drapeaux et des insignes national-socialistes. Il restait encore des militaires fidèles aux idées de Hitler, malgré sa mort, bien que financés par les Alliés eux-mêmes, en particulier par l'Angleterre de Winston Churchill. Il se trouvait qu'en raison de la méfiance envers l'Union soviétique de Joseph Staline, les Anglais voulaient maintenir une petite flamme de l'armée allemande en vie pour l'utiliser à leur avantage si nécessaire. Observant le panorama complexe, Troussov a renoncé à une intervention directe dans le Flensburg nazi, évitant ainsi d'entrer dans la ville et incitant les Allemands à se rendre. Grâce à l'intervention des États-Unis, en particulier du commandant suprême Dwight Eisenhower, qui deviendra plus tard président, Troussov a réussi à rencontrer Karl Dönitz, l'héritier du Führer, désigné directement par Hitler dans un document signé par son secrétaire Martin Bormann. Cependant, l'accord n'a pas été facile, car Dönitz bénéficiait du soutien économique et militaire des Anglais. Sa première mesure à son arrivée au pouvoir fut d'envoyer un groupe de parlementaires pour coordonner avec les Alliés le retrait des troupes soviétiques de Berlin, ce que les Anglais ont vu d'un bon œil devant la spéculation d'une guerre potentielle contre les communistes. En observant l'alliance dangereuse, Troussov a menacé les forces allemandes par télégramme afin qu'elles déposent les armes, précisant qu'il avait préparé les chars et les hommes pour affronter les environ 300 soldats de la Wehrmacht présents à Flensburg.
Finalement, les Américains et les Anglais n'ont eu d'autre choix que de livrer les soldats allemands et leur nouveau chef aux Russes. Ainsi, le 20 mai 1945 a commencé la capitulation et la reddition des armes qui s'est terminée 3 jours plus tard par l'arrestation pacifique de Dönitz. L'héritier du Führer a été jugé et condamné au procès de Nuremberg pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, bien qu'il ait été acquitté de ce dernier. Sa peine de 10 ans a été, surtout, pour sa responsabilité dans l'ordre Triton Nul, également connu sous le nom d'ordre Laconie. Un document émis en 1942 interdisant de secourir les naufragés des sous-marins coulés dans le cadre des opérations en mer. Après avoir purgé sa peine à la prison de Spandau, aux côtés d'autres dignitaires nazis, il a été libéré en 1956 et s'est installé dans une petite villa à Hambourg. Il a écrit 2 autobiographies publiées en 1958 et 1968, où il a reconnu certains crimes commis par Hitler, bien que la majeure partie de l'œuvre raconte son expérience militaire. Le successeur du Troisième Reich a eu une longue fin de vie jusqu'à sa mort en 1980, à l'âge de 89 ans. Albert Kesselring, le souriant. Alors que Dönitz s'occupait de combattre sur les mers, le maréchal de campagne Albert Kesselring s'occupait de l'air. Connu sous le nom de Le Souriant, pour son apparence naturellement joyeuse, cet homme était un stratège de guerre éloquent et intelligent. Aussi ironique que cela puisse paraître, il n'a jamais appris à voler, mais son efficacité administrative et stratégique l'a conduit à commander avec succès l'armée de l'air, au point de gagner le respect et l'admiration d'Adolf Hitler lui-même. La longue carrière de Kesselring, né en Bavière en 1885, a commencé par son entrée dans l'armée en 1904. Après avoir participé à la Première Guerre mondiale, il a continué sa carrière dans le corps d'artillerie pendant la République de Weimar, mais une ordonnance l'a obligé à rejoindre la Luftwaffe, nom donné à l'armée de l'air allemande pendant le Troisième Reich. Il a rapidement été promu colonel en 1934 et chef d'état-major de l'armée de l'air 2 ans plus tard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a joué un rôle fondamental en dirigeant les attaques aériennes lors des invasions de la Pologne et de la France, ainsi qu'une performance notable lors de la bataille de Grande-Bretagne. Pour tout cela, il a reçu la croix de chevalier de la Croix de Fer et, en 1940, il a été promu maréchal de campagne. Malgré ses interventions réussies, il a maintenu des différends tactiques avec un autre haut commandement de la Luftwaffe, le commandant Hugo Sperl. Pourtant, il a récolté plus de succès lors des premières attaques contre l'Union soviétique, où il a eu la plus grande flotte aérienne jusqu'à ce moment-là, avec plus de 1200 avions. Il a apporté son soutien à l'armée et aux troupes blindées lors de l'invasion, détruisant plus de 20 000 avions et 1000 chars soviétiques. En 1942, il est passé au front sud et a été transféré en Italie dans le but de neutraliser les pertes dans l'archipel de Malte, qui était en état d'urgence après le siège des Alliés. Kesselring a planifié ce qui a été appelé l'opération Hercules, mais les différences avec un autre haut commandement, le maréchal de campagne Erwin Rommel, ont compliqué son intervention dans la région. Il a même présenté sa démission en 1942, mais elle a été refusée par le Führer. À la fin de 1943, Kesselring a reçu le commandement complet de l'armée en Italie, qui comprenait la terre, la mer et l'air, dans le but de retarder l'avance des Alliés dans la région de Monte Cassino. L'efficacité du maréchal a réussi à retarder la victoire alliée de plus de 4 mois grâce au mouvement de retrait dans la capitale italienne. Malgré ces efforts, en 1945, la situation est devenue intenable et il a remis les forces allemandes du Sud en mai. Cependant, il est resté fidèle à Hitler et à son mouvement. En 1947, un tribunal militaire britannique l'a reconnu coupable de crimes de guerre pour avoir ordonné l'exécution de 335 civils italiens, après l'événement connu sous le nom de massacre des Fosses Ardéatines, où un groupe de partisans a tué 28 policiers alliés aux nazis. Initialement, il a été condamné à la peine capitale le 6 mai 1947, mais il a réussi à réduire sa punition à la réclusion à perpétuité et finalement il a été gracié et libéré en 1952 en raison de la détérioration de sa santé. Kesselring a gagné le respect et l'admiration même de ses adversaires comme Winston Churchill, Harold Alexander et Oliver List,
qui considérait qu'il menait ses batailles de manière juste. Cela a également été important pour que le maréchal obtienne sa libération. Après avoir passé seulement 7 ans en prison, il s'est affilié à de nombreuses associations de vétérans et a écrit un livre de mémoire intitulé « Soldats jusqu'au dernier jour », publié en 1953. Il est décédé 7 ans plus tard, à l'âge de 74 ans. Erich von Manstein, le stratège. Fritz Erich Georg Eduard von Manstein est né dans une famille aristocratique prussienne avec une longue tradition militaire, ce qui l'a conduit à rejoindre l'armée dès son plus jeune âge. Il a combattu avec honneur pendant la Première Guerre mondiale, où il a servi sur les fronts Est et Ouest, une performance qui lui a valu la promotion au grade de capitaine à la fin du conflit. Pendant la République de Weimar, il a continué dans l'armée et a joué un rôle important dans la reconstruction des forces armées allemandes. Reconnu comme un commandant au leadership ferme et l'un des stratèges de guerre les plus brillants, Adolf Hitler n'a pas hésité à le convoquer pour le début de la Seconde Guerre mondiale. Il a été nommé chef d'état-major du général Gerd von Rundstedt lors de l'invasion de la Pologne. Cependant, son succès le plus reconnu a eu lieu lors de l'occupation de la France, des Pays-Bas et de la Belgique, pour laquelle il a élaboré une stratégie connue sous le nom de Plan jaune. Il consistait à attaquer d'abord les Pays-Bas et la Belgique, ce qui a attiré la majeure partie des troupes anglo-françaises dans cette zone. Pendant ce temps, la majorité des divisions blindées allemandes se trouvaient dans la région boisée des Ardennes, avançant à travers la Manche jusqu'à ce qu'elles laissent les armées ennemies sans issue. Malgré la résistance initiale de certains hauts commandements de l'armée, Hitler lui-même a reconnu l'audace de cette stratégie et a ordonné son exécution, ce qui a valu à Manstein la promotion au grade de maréchal et la participation active à l'attaque de l'Union soviétique à partir de 1941. Il était responsable du corps Panzer 56 qui était sur le point de prendre Leningrad et est ensuite passé au front sud, où il a envahi avec succès Sébastopol et a résisté pendant la retraite allemande à Stalingrad. Face à l'imminente retraite, Hitler l'a écarté en mars 1944. Cependant, le Prussien avait un autre plan en tête qui, selon certains experts, aurait pu changer le cours de la guerre sur le front Est, ou du moins retarder la défaite allemande. Malgré cela, le plan n'a pas été accepté. Erich von Manstein, déjà retiré de l'armée, a été sollicité à plusieurs reprises pour collaborer à l'attentat contre Hitler, connu sous le nom de plan Valkyrie, qui a eu lieu le 20 juillet 1944. Il a même été soupçonné de complicité, étant donné que, au moins 2 ans auparavant, il était au courant de la planification. Le maréchal Erwin Rommel s'est réuni avec lui en 1943 pour lui offrir le poste de chef de l'armée si l'opération Valkyrie réussissait. Les conspirateurs croyaient que c'était la seule chance d'éviter la chute de l'Allemagne. Cependant, Manstein a rejeté la proposition, restant fidèle à Hitler, mais n'a pas non plus dénoncé les conspirateurs. Pour éviter les soupçons contre lui, il a pris des vacances pendant la semaine de l'attentat et a voyagé dans le nord du pays. Finalement, l'attaque contre Hitler par l'explosion d'une bombe dans le quartier général où il se trouvait en Pologne a échoué, bien qu'il ait souffert de légères blessures. Le principal responsable de l'attentat, Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, a été arrêté et fusillé avec 200 autres complices et suspects. Von Manstein, malgré les soupçons de connaissance du plan, avait un alibi efficace et a évité d'être lié à l'événement. À la fin de la guerre, le maréchal a été capturé par les Britanniques et jugé pour crime de guerre en 1945. Lors des procès de Nuremberg, il a élaboré des documents qui ont aidé à dissocier les forces armées des atrocités commises dans les camps de concentration et du plan de la solution finale. Malgré ses tentatives de se dissocier de ces crimes, en 1949, il a été déclaré coupable de 9 chefs d'accusation, notamment de mauvais traitements envers les prisonniers de guerre et de meurtres de civils, et condamné à 18 ans de prison. Cependant, la peine a été réduite à 12 ans, dont il n'a purgé que 4, et a été libéré en 1953. Von Manstein a poursuivi son activité en tant que conseiller militaire en Allemagne de l'Ouest et a même contribué à la création des nouvelles forces armées de la République fédérale d'Allemagne. De plus, il a publié ses mémoires en 1955, intitulées « Victoire en échec », où il fait référence aux stratégies militaires et aux opérations qu'il a dirigées. En dépit d'exprimer certains désaccords avec certaines décisions d'Hitler,
Il évite les mentions et commentaires de nature politique ou éthique, tant pour soutenir les crimes commis que pour les condamner. Il est décédé le 9 juin 1973 à Hirschenhausen, lors d'un enterrement auquel ont assisté de nombreux militaires de haut rang, témoignant du respect et de l'admiration pour ce stratège de guerre. Gerd von Rundstedt, le dernier Prussien, un autre militaire d'origine prussienne avec une longue carrière dans l'armée, même avant l'ascension du national-socialisme. Von Rundstedt venait d'une ancienne famille aristocratique de la noblesse terrienne, connue sous le nom de Junker, qui dominait de grandes étendues de terre pendant l'ère prussienne entre les XVIIIe et XIXe siècles. Pour toutes ces raisons, au départ, il n'éprouvait pas de sympathie particulière pour Adolf Hitler. Il est entré dans l'armée en 1892 et a servi comme officier d'état-major pendant la Grande Guerre. Ensuite, il a atteint le grade de Generaloberst ou colonel général pendant la République de Weimar, période pendant laquelle il a joué un rôle crucial dans le réarmement de l'armée allemande et a pris sa retraite en 1938, alors qu'il était chef d'état-major. C'était une retraite volontaire provoquée par le procès du commandant en chef de l'armée allemande, Werner von Fritsch, qui a été accusé d'homosexualité par les hauts dirigeants des SS. Cependant, avec le cours de la guerre, Hitler l'a rappelé en raison de sa vaste expérience militaire. En Pologne, en tant que commandant en chef de l'armée sud, von Rundstedt a commandé les troupes qui ont avancé depuis la Silésie et la Slovaquie. Après cette opération réussie, il a été nommé gouverneur militaire de la Pologne et commandant en chef des forces orientales du Reich, avant d'être envoyé sur le front occidental pour attaquer la France en 1939. Avec Erich von Manstein, il a été l'autre grand architecte du plan stratégique d'invasion à travers la forêt des Ardennes. Il a également soutenu l'opération Plan Jaune avec 7 divisions Panzer, 3 motorisées, et 35 divisions d'infanterie régulière. Grâce à cela, Hitler l'a promu maréchal de campagne, ainsi que 11 autres généraux de confiance, et l'a envoyé en Union soviétique. Là, il a pris le commandement du groupe d'armée sud pour l'opération Barbarossa, récoltant des succès dans les invasions des villes de Kharkiv et Rostov. Cependant, l'arrivée de l'hiver et la contre-offensive soviétique ont forcé les Allemands à se replier. Von Rundstedt a tenté de convaincre Hitler que le mieux serait de battre en retraite, mais malgré l'expérience considérable du maréchal, le Führer n'a pas pris en compte ses recommandations. Au contraire, il l'a relégué de son poste pendant un certain temps. Après le débarquement en Normandie, Hitler l'a rappelé pour contenir l'avance des Alliés. Il a été placé à la tête aux côtés d'Erwin Rommel, mais les désaccords n'ont pas tardé à apparaître. Pour Rundstedt, la situation était déjà irréversible et il a conseillé de chercher la paix par le dialogue, une idée inconcevable pour les hauts dirigeants nazis. Malgré sa suggestion que la seule alternative pour éviter la destruction de l'Allemagne était de signer la paix, Hitler ne voulait pas l'écouter et l'a destitué pour la dernière fois en mars 1945. Après le suicide du chancelier, von Rundstedt a été capturé et emprisonné comme prisonnier de guerre, mais il a subi une crise cardiaque pendant l'interrogatoire et a été transféré en Grande-Bretagne. Là, il a été accusé de crimes de guerre lors de l'invasion de l'Union soviétique. L'accusation reposait principalement sur l'adhésion à l'ordre de sévérité émis par un commandant sous son commandement nommé Walter von Reichenau, qui a facilité les mauvais traitements et les massacres de masse pendant l'occupation. Cependant, la santé de Rundstedt a continué à se détériorer et les nombreuses accusations contre lui ont été abandonnées en 1949. Le maréchal souffrait d'artériosclérose chronique, d'ostéoarthrite, de perte de mémoire et d'autres douleurs chroniques qui l'ont conduit à passer le reste de ses années en liberté, installé dans une maison de retraite en Basse-Saxe, mais avec une qualité de vie diminuée. Il est mort le 24 février 1953 de problèmes cardiaques à l'âge de 77 ans. Wilhelm Keitel, le laquais. Keitel était l'un des principaux chefs de la Wehrmacht et coordinateur des forces armées allemandes pendant le conflit mondial. De plus, il était l'un des généraux les plus proches et les plus fidèles à Adolf Hitler, avec un rôle central dans les opérations militaires du Troisième Reich. Fils d'un propriétaire terrien avec de vastes champs dans l'état de Basse-Saxe, Keitel voulait à l'origine être fermier. Cependant, il a opté pour le prestigieux métier de soldat et est entré dans l'armée pour combattre pendant la Première Guerre mondiale,
où il a servi sur le front occidental pour le régiment d'artillerie 46. En 1917, il a dû se retirer après avoir été gravement blessé en Flandre. Par la suite, il a accompli des tâches administratives et a été officier d'état-major pendant la République de Weimar, jusqu'à ce qu'il soit promu général et commande une division d'infanterie en 1934. À cette époque, il a été convaincu par les idées du national-socialisme et a développé une profonde admiration et une loyauté inébranlable envers Adolf Hitler, qui a entrepris une réforme en profondeur de l'armée à partir de 1935. Dans la restructuration du haut commandement, Keitel a joué un rôle central et a été nommé par le chancelier directeur du nouveau bureau des forces armées, qui est devenu l'Oberkommando der Wehrmacht, poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son rôle a été crucial pour coordonner les divisions aériennes, terrestres et maritimes des forces armées. Keitel a participé aux annexions de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, ainsi qu'à la planification de l'invasion de la Pologne. En 1940, il a conçu les termes de la reddition de l'armée française et a commencé à planifier l'invasion de l'Union soviétique. La même année, Hitler lui a conféré le grade de maréchal, bien que d'autres officiers de l'armée se moquaient de son soutien inconditionnel au Führer. Selon eux, il n'avait pas le caractère pour le contredire en aucune circonstance, ce qui lui a valu le surnom de laquais ou de lâche. Il était présent lors de l'attentat contre Hitler dans l'opération Valkyrie, mais en est sorti indemne et a ensuite commandé les opérations pour trouver les conspirateurs. Il a fait partie de la cour d'honneur chargée de juger, d'expulser et de condamner à mort de nombreux militaires impliqués dans l'attentat. À la fin de la guerre, il s'est rendu à Flensburg avec la résistance de Karl Dönitz, bien qu'il ait été l'un des signataires de la reddition officielle le 9 mai 1945. Ensuite, il a été accusé de crimes de guerre devant le tribunal militaire international lors des procès de Nuremberg. Il a été soutenu que ses ordres et plans d'attaque portaient atteinte à la paix, à l'humanité et provoquèrent le meurtre de civils pendant l'offensive en Russie. Contrairement à d'autres accusés, Wilhelm Keitel a accepté les charges et a assumé la responsabilité de ses actions, ce qui lui a valu d'être reconnu coupable et condamné à mort en 1946. Bien qu'il ait demandé à mourir par un peloton d'exécution militaire, il a été pendu de manière controversée en raison des erreurs entourant la procédure. Le général américain John Clarence Woods, qui a officié comme bourreau de nombreux dignitaires nazis, a mal calculé la longueur des cordes utilisées et, en raison de cela, Keitel n'est pas mort rapidement, mais a souffert d'une longue et douloureuse agonie jusqu'à ce qu'il meure par asphyxie. Ses derniers mots furent « Tout pour l'Allemagne, l'Allemagne avant tout ». Son corps a été incinéré et ses cendres dispersées dans un ruisseau affluent de la rivière Isar. Avant son exécution, il a réussi à rédiger une autobiographie qui a été publiée 1 an après sa mort, où il a répondu aux critiques concernant son manque de courage pour contredire Hitler. Keitel a soutenu qu'aucun de ceux qui l'ont critiqué n'a osé occuper son poste et qu'après l'invasion de la Pologne, son poste aurait dû être occupé par Erich von Manstein, qui était plus qualifié, mais le Führer ne l'a pas permis. Alfred Jodl, le planificateur, un autre général qui a terminé ses jours aux mains du même bourreau, était Alfred Jodl. Il a atteint le rang de général-oberst, le deuxième plus important après celui de maréchal, et a joué un rôle clé dans la planification des invasions de la Pologne et de la Russie, sous les ordres de Wilhelm Keitel. Mais la carrière militaire de Jodl a commencé bien avant, lorsqu'il s'est enrôlé dans le 4e régiment d'artillerie de l'armée de Bavière en 1910. Peu de temps après, il a été promu lieutenant et a étudié à l'école militaire de Munich. Pendant la Première Guerre mondiale, il a participé à la bataille de Sarrebourg et a été décoré de la Croix de fer de 2e classe. Bien qu'il ait été légèrement blessé, il a été transféré sur le front Est où il est devenu officier d'état-major et a servi jusqu'à la fin du conflit. Il a poursuivi sa carrière pendant l'entre-deux-guerres en tant que soldat professionnel et professeur d'histoire et de tactique de guerre. En 1932, Keitel lui-même l'a promu commandant et, quelques mois avant l'invasion de la Pologne, Hitler l'a nommé chef d'état-major des opérations du haut commandement des forces armées. C'était une position très importante, inférieure à celle de Keitel, mais le chancelier allemand connaissait et faisait confiance aux capacités de Jodl, ce qui en faisait l'un de ses principaux conseillers militaires, notamment
en ce qui concerne les stratégies. Tellement qu'en 1940, le Führer l'a promu général, sautant le rang de lieutenant général. À ce poste, il a planifié l'invasion de l'Union soviétique, connue sous le nom d'opération Barbarossa. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'opération sur 3 fronts a connu un succès initial écrasant, mais le retard dans la victoire a conduit à l'hiver soviétique et à la contre-offensive de l'armée rouge. En 1942, après la bataille de Moscou, la retraite allemande était imminente et les désaccords entre Jodl et Hitler concernant la situation en Russie étaient évidents. Le chancelier blâmait les généraux pour l'échec, mais pour Jodl, les forces allemandes n'étaient pas suffisantes pour supporter l'occupation. Malgré les désaccords, il a été promu colonel général en 1944 en reconnaissance de sa loyauté au front. Cette loyauté a également été démontrée pendant l'opération Valkyrie, puisqu'il était présent et légèrement blessé lorsque la bombe a explosé. Il a également participé à la résistance commandée par Dönitz et s'est rendu à Flensburg après le suicide d'Hitler. Cependant, il a été arrêté par les forces britanniques en mai 1945 et a été emprisonné dans le camp Ashkan. Lors des procès de Nuremberg, il a été accusé de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, en plus de mener des guerres d'agression. L'une des causes les plus graves était son soutien à l'ordre de commando et à celui du commissaire, qui instaurait l'exécution immédiate des prisonniers de guerre après leur capture. Jodl s'est défendu en affirmant que les exécutions massives en Union soviétique pendant l'opération Barbarossa ne concernaient que ceux qui refusaient de marcher. De plus, il a fait face à de graves accusations de déportation illégale et de réinstallation de citoyens danois, y compris des Juifs envoyés dans des camps de concentration. Jodl a plaidé non coupable de tous ces crimes, mais il a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation. Crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et déportation illégale, et a été condamné à mort et exécuté le 16 octobre 1946. Comme Keitel, son exécution a été confiée à l'Américain John Woods, qui lui a fait subir une longue agonie avant de mourir. Avant l'étranglement, il est tombé de la potence avec une force insuffisante pour lui briser le cou, ce qui l'a fait convulser pendant 18 minutes. Ses derniers mots furent « Je te salue, ma chère Allemagne éternelle ». Son corps a été incinéré et ses cendres dispersées dans le fleuve Isar. Albert Speer, l'architecte. Il n'était pas précisément un général, mais il était l'un des dignitaires nazis les plus proches d'Adolf Hitler et l'esprit principal derrière la structure urbanistique de l'Allemagne nationale-socialiste. Architecte et ministre de l'armement et de la production de guerre du Troisième Reich, Albert Speer a conçu certains des bâtiments les plus emblématiques de l'époque et est ensuite passé à l'histoire pour avoir maximisé la fabrication d'armes avec des ressources limitées. Il a étudié l'ingénierie et l'architecture aux universités de Berlin et de Munich. Au début des années 1930, il s'est inscrit au parti nazi et au SA, où il a rapidement gravi les échelons parmi les hommes de confiance et de proximité d'Adolf Hitler. Speer était un architecte talentueux, ce que le Führer a perçu et pour lequel il a décidé de l'inclure dans le bureau principal de la construction. De là, il a dirigé la création de structures emblématiques telles que la nouvelle chancellerie et le champ Zeppelin, où ont eu lieu les congrès massifs du parti nazi. De plus, il est intervenu dans la construction du stade olympique de Berlin pour les Jeux de 1936 et a conçu le pavillon allemand pour l'exposition internationale de Paris de 1937. Cette même année, Hitler lui a donné le poste d'inspecteur général des bâtiments de Berlin, où il s'est occupé de reloger et d'expulser les propriétaires et locataires juifs de la ville. Sous prétexte de la rénovation architecturale de la capitale allemande, il a ordonné la démolition de différentes zones et en a profité pour transférer ces personnes dans des camps de concentration, ce pourquoi il serait jugé plus tard. On estime que 75 000 juifs ont été expulsés de la ville. Bien que Speer ait systématiquement nié avoir connaissance que les transferts étaient vers des camps d'extermination, l'historien allemand Matthias Schmidt a décrit ces récits comme une farce absolue et a assuré que le ministre avait personnellement inspecté les camps de concentration. La performance, la loyauté et le talent de Speer l'ont placé dans une position fondamentale pour les années de guerre suivantes. Hitler l'a nommé ministre de l'armement et de la production de guerre du Reich, où il a joué un rôle central dans le miracle de l'armement.
avec de moins en moins de ressources, en raison de la dédication absolue de celle-ci à l'économie de guerre, il a réussi à établir un record dans la production de chars, d'avions et de canons, même jusqu'en 1944. Par conséquent, le travail de Speer est considéré comme fondamental pour le maintien de l'Allemagne dans le conflit militaire. Il est resté aux côtés du Führer jusqu'à la fin, puisqu'il a été vu dans le bâtiment de la chancellerie jusqu'au 22 avril 1945. Cependant, cela ne l'a pas empêché de désobéir à l'ordre d'Hitler de détruire l'infrastructure allemande avant qu'elle ne soit prise par les soviétiques. L'ordre Néron, comme il est passé à l'histoire, incitait à démolir des ponts, des bâtiments et d'autres espaces clés à mesure que les forces allemandes se retiraient, mais Speer n'était pas disposé à détruire sa propre œuvre. Bien qu'il ait tenté de convaincre les autorités d'éviter les démolitions, certains ponts ont tout de même été détruits. Pour cette déloyauté, le Führer l'a exclu de son testament, et il ne figurait pas comme héritier dans le nouveau gouvernement dirigé par Karl Dönitz. Néanmoins, après la mort du chancelier, Speer a offert ses services au nouveau régime basé à Flensburg, mais il a été capturé le 23 mai avec le reste du groupe de résistance. L'architecte faisait partie des 24 principaux criminels de guerre jugés à Nuremberg. Il a été accusé de crimes de guerre, de crimes contre la paix, contre l'humanité et de planification de guerre d'agression. Il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation, principalement pour avoir soumis des personnes à des travaux forcés et a failli être condamné à la peine capitale. Cependant, 5 des 8 juges assignés ont opté pour la réclusion à perpétuité. Finalement, Speer a purgé une peine de 20 ans dans la prison de Spandau, où il a commencé à rédiger ses mémoires. Dans les années suivantes, il a publié 2 livres qui, avec ses discours et interviews, ont construit un récit connu sous le nom de « Mythe de Speer », dans lequel il a combiné un léger repentir avec la prétendue ignorance des opérations génocidaires, se disculpant des crimes de guerre et de l'Holocauste. Les ventes de ces livres ont été un succès retentissant, car le public voulait connaître les témoignages de première main de la machine nazie. Il est décédé en 1981 d'un infarctus cérébral, et peu de ses œuvres architecturales sont conservées, bien qu'il ait laissé un important héritage poursuivi par sa descendance. Quant au mythe de son innocence, il a commencé à s'effondrer au cours des dernières décennies, grâce au travail des historiens qui ont publié des documents prouvant la connaissance de Speer des crimes commis. Il existe même des preuves qu'il a été impliqué dans la construction d'Auschwitz et dans le transfert et l'expulsion des Juifs en Allemagne. De plus, il était présent lors des discours de Posen, où Heinrich Himmler a annoncé l'extermination des Juifs. Après avoir analysé le sort des généraux et des figures importantes du nazisme, on peut observer que certains ont purgé des peines extrêmes, comme la peine de mort, tandis que d'autres ont pu continuer leur vie et témoigner personnellement de cette époque historique. En dehors des autres dignitaires qui ont réussi à s'échapper clandestinement et à éviter la responsabilité de leurs actes, ces généraux qui ont été essentiels pour concevoir et soutenir la machine de guerre allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ont affronté les juges de Nuremberg et ont payé, dans une plus ou moins grande mesure, pour leurs crimes.